Là, nous, on va partager de manière assez, je dirais, humble, simple, une pratique qu'on a mis en marche dans notre studio et dans notre entreprise sur un cas concret. Et on s'est observé à faire de la créativité appliquée, euh, qu'on a augmenté avec l'IA, et on a des choses qui apparaissent et on prend un peu de recul par rapport à ça. Et on va partager justement pour ouvrir le débat. Donc on est dans l'application de différents sujets qu'on a vus ce matin. Et donc c'est ce qu'on va partager avec Baptiste qui va se présenter. Voilà, parce que je suis présenté ce matin. Oui, bonjour à tous, enchanté, Baptiste Talandier. Je suis associé de Yazagora, donc avec Stéphane, et j'étais étudiant de Todd il n'y a pas si longtemps à l'université Paris-Cité. Et voilà, donc j'ai eu la chance de travailler sur ces beaux sujets pendant mon master de créativité appliquée, voilà, créativité sensible, dynamique et tous ces beaux sujets. Et donc c'est passionnant de continuer à les observer à l'heure de l'IA qui emmène de nouvelles manières de travailler très intéressantes. Alors, on va donc, en tant que praticien depuis plus de 20 ans sur la créativité je dirais classique, dite contemporaine ou d'aujourd'hui, voir comment la mailler. Et c'est vrai que depuis l'apparition de l'IA générative, on a appris ça le premier jour de ChatGPT, on est tombé dedans, tous, dans l'équipe, où notre métier, c'est de travailler sur le concept, de l'aborder de plein de manières différentes. Et forcément, quand on tombe sur les IA génératives, eh bien, on prend plaisir à jouer dans l'univers des concepts. Et à partir de là, on a pratiqué tout ça. Donc, autour du CPLS, Zen Thinking, les approches d'agilité. Et depuis 4 ans, on a aussi un studio dédié à la 3D temps réel. Et aujourd'hui, Maya avec l'IA. Donc, on travaille, c'est important parce qu'on est à la fois des praticiens, mais on travaille aussi avec des ingénieurs, des développeurs. Et on a ce rapport à, je dirais, la dimension technique et cette agilité, cette manière de penser du développeur qui, dans la démarche de la rencontre avec l'IA, il y a un vrai sujet intéressant et une valeur ajoutée. Donc, pourquoi l'IA? On va finalement en parler, mais ça va plus vite. C'est des tas de combinaisons, la notion d'intention se rend compte la notion de génération d'une manière assez étonnante. Et ça, on en a parlé ce matin, on va en reparler. On va se poser la question de savoir ce que ça change vraiment. On va aller regarder. Là, Et d'abord, du coup, pour que vous compreniez un peu la démarche, l'idée c'est de vous poser le cadre et le challenge, le défi créatif qu'on s'est posé il y a quelques temps. Donc du coup, l'objectif pour nous en tant que studio était de concevoir et prototyper un jeu vidéo. Du coup, donc c'est l'idée d'avoir un vrai projet, une vraie équipe, d'être dans voilà, une situation concrète réelle, je dirais, qui permettent de se mettre en face de la réalité de l'utilisation de l'IA dans un contexte concret de créativité et de création. Et donc, comme ça fait un moment, comme le disait Stéphane, qu'on travaille avec ces outils-là, très vite s'est posé la question de mais comment, où est-ce qu'on la met, à quel endroit, comment. Et donc en fait, le parti pris méthodologique qu'on s'est imposé ou qu'on a essayé, c'est de se dire qu'on alterne volontairement en fait entre des phases où on est entièrement avec des humains, entre cerveaux humains, pour travailler de manière traditionnelle, je dirais, et puis des phases qui sont enrichies par l'IA. Mais disons que d'être dans une logique où on décide finalement de quelle phase, à quel moment, quel outil, à quel moment, de manière structurée, pour avoir de la valeur ajoutée, finalement, essayer de comprendre où est la valeur ajoutée dans chacune des parties du processus. Autre parti pris, on avait une équipe pluridisciplinaire. Là, vous voyez ici des experts en créativité, effectivement, notamment Stéphane ou moi, par exemple. Des experts en études de marketing, des développeurs, des tech artistes, c'est-à-dire des artistes en 3D temps réel, et puis des chefs de projets digitaux, etc. Donc une équipe qui est vraiment très variée, avec l'idée que chaque profil allait pouvoir apporter une intention différente, une intuition et des manières de voir le challenge de façon complémentaire pour enrichir. Et donc voilà le processus sur lequel on est arrivé, qu'on va vous détailler par la suite. Donc c'est un processus qui est inspiré du creative problem solving, typiquement, vous voyez, phase 1, 2 et 3. Phase 1, clarifier la problématique, avec une phase, vous allez le voir, on va vous raconter d'exploration, avec des logiques de deep search, de gems, d'ajouter du contexte finalement pour travailler avec l'IA et enrichir le contexte, qui va poser du coup la problématique enrichie.
Puis une phase 2, du coup, d'idéation collective, où là, on est resté dans une logique 100% humaine, pour le coup, de se dire, voilà, on prend des post-it et puis on y va ensemble collectivement. Finalement, des post-it virtuels sur Miro, mais en tout cas, que entre nous, entre humains. Et puis une phase 3, transformation des idées en solutions, avec une phase de redescente, de structuration des idées qui ont émergé, avec une clusterisation faite par l'IA et un enrichissement des synthèses, etc. Puis des phases d'incarnation et de prototype qu'on va vous détailler, et puis on peut après mener des boucles dans cette phase 3 pour enrichir le produit et les idées. Alors, la phase de clarification de la problématique, c'est effectivement central dans la démarche créative du creative problem solving et de toute phase créative. En fait, pourquoi on parle et quel angle on prend. Finalement, on donne du sens à l'intuition, à l'intention. Et puis, donc, ce qui est central là-dedans, ce qui est nouveau par rapport à ce qu'on faisait avant dans des approches creative problem solving, c'est qu'avant on faisait du desk, c'est-à-dire qu'on essayait de trouver le maximum de documents, le maximum d'éléments de contexte qui permettaient de donner du sens, d'éclairer le challenge créatif et le qualifier. Aujourd'hui, l'apparition des deep search et des deep think, donc c'est des approches que vous connaissez tous, elle est extraordinaire. Alors, il faut poser les bonnes questions, il faut la contextualiser, mais effectivement, ce que tu disais Clément tout à l'heure, l'apparition des réponses permet un ping-pong sur la compréhension du sujet, une profondeur rapidement, qui aujourd'hui, ça paraît impensable de ne pas clarifier comme ça et de compléter ce qu'on a déjà et sans ping-ponger et se remettre en question. Donc, en tout cas, sur un sujet. Et c'est intéressant ce que tu disais tout à l'heure sur le fait qu'il faut que ce soit des sujets qui soient documentés. Si c'est totalement inconnu, c'est compliqué. Donc voilà, les Deep Thinking Search, ça nous a permis de vraiment éclairer, structurer l'élément de compréhension du sujet. Alors, ce que Deep Search et Deep Think ne fait pas à notre place, ça c'est intéressant, parce que vous savez tout ce qui fait. Effectivement, on a parlé de la tonalité trop affirmative. C'est sans arrêt, on est brillant, c'est extraordinaire, c'est la meilleure entrée possible, ça, bon, attention. Alors on peut le problème pour te calme-toi et c'est bon, passe-moi enlève la pommade là et je veux qu'on soit plus clair, pour tout de pote. Bon, ça c'est un point, il faut faire attention. Après, il y a des trucs intéressants. Le donner du contexte, par exemple, sur l'entreprise, sur la raison pourquoi nous on a un cabinet de conseil, on fait de la 3D et de l'IA, et pourquoi on veut faire un jeu vidéo et avoir notre propre IP, propriété intellectuelle, ça a du sens, on pense que les modèles économiques du conseil, etc., avec l'IA, etc., vont s'éroder, et qu'il faut absolument avoir une source de revenus différenciante, et dont on a le contrôle. Et ça inspire aussi notre aspect conseil. Donc tout ça, on lui a expliqué. Et à partir de là, il a commencé à faire il a savoir que c'était Yazagora qui lui parlait, donc il va chercher sur Internet qui on est, les posts qu'on a fait, et puis il va commencer à faire des maillages. Et là, souvent, c'est gênant. C'est-à-dire qu'il commence à imaginer, à comprendre et à nous dire ce sujet est super intéressant, compte tenu de ce que vous faites, compte tenu du bouquin que vous avez écrit là, etc. etc. Et c'est souvent forcé et un peu creux et un peu. Et même, ça parasite. En fait. Donc des fois, on s'est dit je préfère rien t'avoir dit et pause, mais là, ne fais pas le malin avec des trucs qui sortent. Aussi, quelque chose de très, très perturbant, c'est le remplissage structuré. C'est-à-dire, c'est le grand bit que je structure. C'est-à-dire que tu m'as donné des informations, puis je te fais un plan 3, 4, 5 parties, des corrélations, des trucs, puis on lit, c'est ma structure facile, mais il n'y a rien d'autre. Ça me remplit l'esprit d'un grand vide, structuré, intelligent. Ouais, c'est vraiment le bluff total. Donc ça, c'est perturbant aussi, parce qu'on se laisse, voilà. Et puis après, on se noie. Et c'est ralentir le deep search aussi. Moi, aujourd'hui, j'essaye par exemple, de ne pas envoyer trop de deep search. Au début, j'étais comme un fou, parce que je suis idéateur, je suis un peu jaune dans mon côté disque, et donc j'ai plein d'idées, plein d'envies, et je pose plein de questions. Et au bout d'un moment, il faut relire les réponses. Et quand la question est à moitié posée, parce que je ne suis pas très clarificateur, j'ai des réponses un peu floues aussi, mais vachement bien. Et on se perd. Donc, je dirais ralentir, faire des bons prompts, se poser des questions avant d'appuyer sur le bouton. Parce que ça va très très vite, on a très envie d'appuyer sur le bouton, mais à un moment donné, voilà. Et c'est un peu, une fois que le deep search est envoyé, renvoyer le même, un peu mieux écrit. Voilà, le sujet est un petit peu dévoilé, c'est pas la même chose, donc ça fait une terre de temps. Donc on rappelle les limites de cette phase de clarification qu'on a observée. Ensuite, on va rentrer dans l'idéation.
Oui, et donc pour l'idéation, là, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on était dans une logique humaine à 100% dans cette idéation collective. On a eu une centaine de fragments d'idées, voilà, des post-it comme ça jetés sur le tableau qui ont été générés comme ça en 1 heure et demie, 2 heures maximum. Donc c'était une session qui était quand même assez rapide pour le coup. Donc on a proposé le challenge aux participants qui ont pu, du coup on a fait une sorte de clarification rapide juste pour qu'ils comprennent bien ce dont il est question. Puis une génération d'idées. Et on a fait un premier clustering manuel de ces idées pour faire sortir un peu les grandes intuitions de ces post-it-là, mais les intuitions à l'échelle, je dirais, à l'échelle humaine. Donc, voilà, vous voyez des captures d'écran typiquement de ce qui a émergé. L'idée, c'est de se dire, avant de faire rentrer une IA qui va tout bien organiser, tout bien trier en un quart de seconde, et ça va être hyper impressionnant, donnons-nous la chance de prendre le temps, d'abord, de voir ce que notre esprit humain sort en termes d'intuition, un peu ce feeling-là qu'on aurait, et pour après l'amplifier par la puissance de la machine. Et donc ça a donné ce qu'on a traditionnellement dans des sessions créatives, voilà, au bout de quelques heures, un cahier d'idées assez complet avec pas mal de choses, et puis du coup des clusters enrichis avec des entrées de concepts, des idées, des intuitions variées qui permettent de sentir la direction que pourrait prendre le jeu en question. Ce qui est intéressant, c'est parce que la patate, ouais, c'est un autre sujet, je fais une conf là-dessus, sur la patate, ça, il y a une dimension, on joue, c'est humain, c'est le cœur des trucs, c'est moins conceptuel et intellectuel que de dire on fait les clusters conceptuels avec les idées. Non, on fait les patates. On trouve les étincelles et on fait les patates ensemble. Voilà. Donc on a fait les patates traditionnelles, on a des petites méthodes très efficaces pour faire ça. Et juste pour repréciser, juste sur cette phase-là, ce qui est intéressant, c'est que, vous le savez tous, l'IA, c'est extrêmement puissant pour générer plein d'idées. Et il peut vous fabriquer des post-it, en veux-tu, en voilà, dans tous les sens. Là, l'idée, c'est de se dire justement, évacuons ce côté idéateur de l'IA qui peut nous noyer complètement pour se concentrer sur nos idées à nous, nos intuitions. Voilà, ça faisait un moment qu'on parlait de ce projet-là, donc tous les gens autour de la table avaient déjà un peu des idées en tête, etc. Mais mettons ça sur la table et faisons travailler l'IA sur la base de ces idées-là et pas sur la base de ces idées à elle. Ce qui permet de remettre nos intuitions au cœur du jeu. Effectivement, sinon on est un peu consanguin, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on clusterise avec les idées d'IA et autres. Donc à un moment, on a senti que c'était nécessaire d'injecter cette sensibilité humaine au cœur. Alors l'IA, elle a nourri tout le monde avant. Les deep search, toute la phase de clarification, tout le monde avait lu l'analyse qu'on a faite, tout ce qu'on pouvait connaître. On a fait une phase d'étude, des différents jeux distants, des phases de ça. Mais là, c'était, certes, on était sur Miro, mais sans l'utilisation de l'IA qui était important. Et cette matière, elle nous sert ensuite à faire émerger des embryons de solutions. Alors, dans un premier temps, ce qu'on a vu, c'est que on a repris les clusters existants et on les a passés à la technique PPCO, plus potentiel préattention. Et ça, d'habitude, on le fait avec l'équipe, mais là, on l'a fait faire par IA. C'est-à-dire, tiens, mes 4 clusters, tu as là, tu as les potentiels, il faut que tu les potentialises, tu les analyses, tu les critiques de manière constructive. C'était extrêmement riche et à mon sens suffisant pour qu'on sache quels étaient les problèmes, les choses, je dirais, qu'ils avaient améliorées. Puis on lui a demandé de compléter la clusterisation. Il y a des Sandosti, 4 clusters qui sont sortis, et on lui a demandé, bon, il y a les 4 là, mais essaye de nous sortir d'autres choses. D'autres clusters potentiels compte tenu de ta compréhension de la problématique. Et là, ça a été extrêmement intéressant. Et ça l'est à chaque fois qu'on fait ça, parce que ce n'est pas la seule fois qu'on travaille comme ça. Il y a des clusters qui sont très inspirants, qui apparaissent et qui nous donnent vraiment un travail intéressant. Et puis, on a des thématiques transverses aussi, qui ne sont pas des concepts en soi, mais qui sont des clés qui vont pouvoir nourrir l'ensemble des clusters ou le projet. Donc en fait, je dirais qu'on a la matière, on a la compréhension, mais on peigne en fait avec l'IA, et de plein de manières différentes. Et on envoie des prompts, on utilise plusieurs IA en parallèle, que ce soit Clone, que ce soit Gemini ou ChatGPT, qui ont chacun des complémentarités. Et là, on peigne et on sort des pépites qui vont nous servir derrière à incarner. Souvent dans cette phase d'incarnation, cette phase de transformation des idées en solutions, il y a quelque chose de magique. C'est que on peut, sur la base d'un concept ou d'un cluster qui n'est pas encore complètement finalisé, voir apparaître
des solutions. Donc, voir par des solutions, c'est d'aller très très vite vers de l'image, vers des prototypes qui nous permettent de se projeter. Alors quand je dis faire apparaître des images, ça peut être les trouver aussi. C'est-à-dire que l'IA, sur la base d'un concept, peut faire un deep search pour vous trouver des choses qui illustrent ou qui ont des corrélations avec la réflexion que vous menez. Là, dans le cadre de notre jeu, on a quelque chose où on va réenchanter une grande complication horlogère et joaillerie à travers un parcours de construction, un puzzle game à l'intérieur immersif. Et il nous a retrouvé des choses, vous voyez, le mécanisme de Bob Potts qu'on ne connaissait pas, sur sensualiser les mécanismes. Je suis là dans les arts et métiers, il y a ce cheval, là, vous connaissez, mais qui est cette rencontre entre de la mécanique et de la fluidité, de l'aérien et puis de l'immersion. Et en fait, toutes ces images, elles vont nous emmener à se poser des questions. Alors là, on l'a sous forme de vidéo aussi. Cette grande complication qui pouvait aller jusqu'à des automates. On a de l'immersion, comment on peut mettre du suspense, comment on peut se promener à l'intérieur. Et ça, c'est ces représentations qu'on ne pouvait pas faire avant, ce niveau-là. Vous voyez, chaque petit film-là, c'est quasiment le jeu fini, l'aboutissement de l'année de travail. Là, on l'a instantanément, et les équipes peuvent se projeter. Non, c'est pas ça du tout. Ah oui, ah ben non, ça c'est trop, ah ça c'est si. Et vous voyez, par exemple, l'image qui est là, celle-là. Là, cette image, en fait, elle a fait réagir et elle nous a énormément aidé sur la phase d'après, ce qu'on est en train de conceptualiser, versus celle que vous avez là, où en fait, c'est pas un jeu d'aventure, on va se promener dans les engrenages, c'est pas ça qu'on va faire de ça. Donc, ce côté instantané dans la capacité à ressentir le potentiel d'une idée est hyper intéressant. Et puis, il y a une autre phase, le vibe coding, dont Baptiste va vous parler, qui est une manière d'incarner encore plus, encore complémentaire dans cette phase d'interactivité. Ouais, effectivement, une autre force de l'IA, effectivement, dans cette incarnation instantanée des idées, c'est donc effectivement Stéphane a parlé de vibe coding. L'idée, c'est de dire que les IA aujourd'hui savent très bien coder en fait en réalité. Et enfin très bien. En tout cas, pour faire des prototypes, c'est très intéressant et très inspirant. Et la logique, c'est en fait de demander du coup à une IA de nous produire un petit jeu vidéo, un prototype finalement de jeu vidéo qui va nous permettre de prendre des convictions, de se dire si on est sur la bonne voie ou pas, un peu comme pour la génération d'images. Donc là, voilà, Stéphane va vous lancer une petite vidéo. Donc là, on est sur vraiment un Gemini, je dirais, standard. Bon, c'est un abonnement pro, mais c'est pas non plus quelque chose d'hallucinant. Et on va pouvoir simplement, en discutant avec lui, lui dire, voilà, je voudrais créer un petit jeu vidéo, etc. Et donc, vous voyez, il va coder à droite. Alors, c'est en accéléré, là, mais quand même, ça va extrêmement vite. Et donc, on va pouvoir lui décrire en disant, voilà, moi, je voudrais un jeu où le principe, c'est qu'il faut remettre des engrenages dans l'ordre, etc. Voilà, et donc, il faut pouvoir les attraper. Puis, quand c'est bon, la mécanique se remet en marche. Et puis, on va pouvoir itérer. Et on continue à discuter avec lui sur la base de ce code-là en disant, voilà, mais est-ce que tu pourrais aller plutôt dans telle ou telle direction pour améliorer? Là, c'était un autre prototype où l'idée, c'est de dire qu'il faut remettre en harmonie des disques autour d'une forme centrale, avec une idée de dire qu'une fois qu'on a retrouvé de l'harmonie dans ce monde, on est capable de le réenchanter. Et ainsi de suite. L'idée, c'est de dire qu'on peut très rapidement, comme ça, en 1 heure, 2 heures, finalement, produire un ensemble de prototypes qui va permettre de le montrer, de partager en fait au collectif et qui est beaucoup plus puissant en fait que de montrer simplement des idées ou des post-it ou un manifeste ou des slides PowerPoint. On va un cran plus loin pour se représenter ce que ça pourrait être à l'arrivée. Et donc c'est une manière qui est vraiment très intéressante de prototyper. Parce que vous avez la réponse instantanément, vous pouvez itérer facilement, et que même si vous ne savez pas coder, finalement, vous pouvez le faire. Et avec ces IA ont dans leur moteur, finalement, tous les éléments pour faire de la 3D rapide. Nous, c'est ce qui nous intéresse, mais du web encore plus. Mais tous ces prototypes-là sont faits directement, sans aucun plugin supplémentaire, sans rien de plus que juste un Gemini directement utilisé tel quel, donc avec ces librairies 3D. Et là, ça va très très vite. On est sur un Gemini de base. Si on installe un Lovable ou un autre outil, Entropy Code, on peut aller jusqu'à une programmation intégrant nos propres décors, donc avoir les textures. Et en fait, cette manière d'encoder, c'est pas
pour avoir le jeu au final, mais ça nous permet d'aller très très vite, notamment quand vous avez des intelligences qui ne sont pas les mêmes. Le développeur, là, on a un diorama, ce qu'on appelle un diorama, c'est-à-dire une capacité à tourner autour de l'objet, de l'éclater. On sent ce qu'on veut faire, ce qui manque, ce qu'on ne veut pas faire, et ça va nous permettre de spécifier, de rentrer dans une capacité à structurer qui sera beaucoup plus simple dans un second temps. Et avant, pour arriver à ce niveau de prototype, on pouvait mettre 3 semaines. Et donc, l'idée, c'est d'arriver à accélérer. Et cette instantanéité entre on a une idée floue de ce que ça peut être et je vois quelque chose, nous fait réagir et continuer à concevoir d'une manière complètement nouvelle. Ça, on va en parler en conclusion, mais c'est ce rapport au prototype vivant, et on n'est même plus juste dans une image, on est dans un film, on est dans quelque chose d'interactif dans lequel on peut s'immerger. Ça percute même nos process et nos manières de concevoir la démarche d'innovation. C'est passionnant et c'est que le début là. Et puis dans le vibe coding, il y a aussi un sujet qui est intéressant, c'est que puisque cette IA est là enregistré des centaines, des milliers de jeux vidéo, en fait elle complète les trous qu'on peut laisser aussi dans le prompt, ou les idées qu'on n'a pas eues, ou il rajoute des choses qui sont parfois intéressantes, parfois pas, mais qui vont permettre comme ça ce côté un peu de ping-pong qui est aussi intéressant. Et dans le prototype, je trouve, est encore plus parlant que dans une génération d'idées pure et simple. Là, on a quelque chose d'interactif qu'on peut faire évoluer, et puis que l'IA co-façonne avec nous, mais le jeu, effectivement, c'est ce qu'on va dire, c'est de rester aux commandes, de garder l'intuition, de ne pas laisser l'IA nous prendre par la main et nous emmener où on veut, mais de garder ce contrôle sur la production d'une certaine manière, et de conserver que les idées intéressantes et de pas forcément tout prendre tel que. Et l'autre chose que ça amène, ces prototypes, ça décloisonne. Par exemple, dans la salle, ici, il y a Jean-Stéphane qui est là-bas, il y en a un de ses vibes coding, il y a Paul qui a la caméra, c'est un de ses vibes, il y en a un, c'est le mien, Baptiste. On n'est pas programmeur, il n'y en a aucun ici qui est programmeur. Et le développeur, lui, il observe, alors il digère, il regarde, il travaille, il sait voir comment il va réécrire tout ça, donc on le rassure. Mais ça veut dire on décloisonne aussi les métiers qui avant étaient très segmentés. Et là, en décloisonnant, ça emmène des réflexions et une accélération et une adhésion aussi de l'équipe qui s'immerge, qui voit et qui construit ensemble. Alors après, là, ça rebondit ce que tu disais, Guy, sur comment on réinjecte la dimension sensible, l'humain là-dedans. Dans ce voyage qu'on a fait, et là on vous en a montré un petit bout, où on arrive et on commence à converger vers le jeu, et on commence à tous le voir, l'imaginer, on est allé en profondeur sur des gameplays. On a une technique d'enrichissement, une manière de mettre de la chair sur le squelette conceptuel qu'on commence à tous voir, et on utilise la technique des voyages imaginaires pour voir ensemble la solution. C'est-à-dire qu'on n'est plus en divergence, je dirais, ouverte complètement pour essayer de trouver l'axe. Non, on a l'histoire et on utilise le voyage imaginaire d'une manière, je vais vous montrer un petit enregistrement, qui permet autour du product owner, de la personne qui porte la vision, qui guide le voyage, tous ensemble, on rajoute des éléments, ce qu'on perçoit, ce qu'on ressent, de manière ouverte et plutôt dans le et. Donc on reste collés ensemble et on construit le voyage. Et à partir de là, on va pouvoir, sur cette matière, utiliser l'IA à nouveau pour déjà transcrire. Parce que ça, c'est bête, mais transcrire, il y a quelques années, moi j'ai connu la pédale pour ralentir et on tapait à la machine et on réaccélérait pour faire de la transcription. C'était ce qu'il y avait de mieux. On travaillait avec des humains qui faisaient ça. Aujourd'hui, c'est extraordinaire ce qu'on avait à faire en transcription. Et de là, très très vite, on va pouvoir ensuite extraire du sens et l'enrichir. Mais sur ce voyage imaginaire, je vais vous faire écouter. Vous voyez là, le voyage imaginaire, ces personnes-là, là, vous les voyez, elles ont les yeux fermés, et il y a le facilitateur qui est en bas qui les guide, qui les emmène dans ce voyage. Et là, je vous ai enregistré 2 moments. Un moment où on n'a pas les yeux fermés, où on discute du concept, et un autre moment où on est en mode voyage imaginaire. Et c'est intéressant parce que ça vous oblige à sentir la voix change, le rapport au temps change, et la richesse de l'échange est extrêmement intéressante. Donc ce fait que là, on va ralentir tout
dans cette capacité accélérée qu'on a globalement en faisant de la créativité augmentée intéressante. Donc, le début de l'enregistrement, c'est une discussion normale entre les concepteurs qui réfléchissent à des sujets. Si j'enlève 4 vis, bah, ces 4 vis-là, il faut que je les mette de côté. Mais bah, ensuite, dans une seconde étape, je dois enlever encore 5 autres vis. 5 vis-là, il faut que je les mette de côté. C'est vachement important ça. Se dire: «Tiens, clac, 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 elles vont pas n'importe où». Il y a une sorte de petite écuelle flottante ou une sphère qui garde les petits objets. OK, je me rapproche et là, il se passe quelque chose d'un peu étrange. Mes sens se transforment. On sent qu'il y a quelque chose une force qui nous absorbe et on est absorbé et on atterrit dans l'objet. Des mécanismes partout. On est littéralement au sein même de la pièce et on voit tout l'intérieur des engrenages, des bobines, on voit toute forme de complexité, là, juste devant nos yeux. Qui me vient à l'esprit, c'est-à-dire qu'au moment où on entre, du fait qu'on a un objet s'élève beaucoup en hauteur, c'est l'analogie peut-être de l'intérieur d'un clocher, mais un peu qui n'a pas la forme d'un clocher, dans le sens, quand on lève les yeux, ça part très très haut, voire à perte de vue. Donc, vous avez vu la première phase. Si on avait débriefé ou essayé de converger en mode rationnel, yeux ouverts, en fait, ça s'arrête très vite parce que chacun, on raisonne des yeux ouverts beaucoup plus vite que ce qu'on a compris ce que veut dire l'autre. Comme diraient les Canadiens, on se marche sur la langue, c'est-à-dire que, on en interrompt. Alors que les yeux fermés, on ne peut pas se marcher sur la langue, donc on attend que l'autre finisse de parler et on rentre et en fait, on attend de voir ce que dit l'autre et on voit ensemble. Et ça, on s'aligne en fait sur tout ce qu'on a pu imaginer et concevoir ensemble. Donc on pense que compte tenu du prototype, vous voyez le vibe coding, les images, ça c'est bien, mais à un moment donné, il y a un vrai enjeu pour harmoniser, pour aligner, pour mettre de la cohérence dans cette fultitude et cette puissance qu'on a quand on est augmenté. On peut voir des boosters dans le dos dans des démarches créatives. Dans la démarche créative telle qu'elle est là, il faut arriver à un certain moment à accepter de remettre une page blanche et de reconstruire doucement. Parce que on peut se noyer, on a tellement d'informations, tellement de puissance de réflexion qu'à un moment donné, on peut être derrière. Et c'est vraiment important de rester devant dans cette démarche. Alors, on va regarder ce qui a émergé. On arrive dans notre projet, on est en phase de fin de spécification, de début de prototype, et on espère que dans 18 mois, on aura un beau jeu. Ce qui a vraiment émergé, c'est des clusters d'idées imprévisibles sur la base de nos idées, d'idées humaines, effectivement, qui sont venues enrichir ce qu'on avait produit nous, l'IA, qui vient comme ça redonner de la force finalement aux idées qu'on a pu produire. Et donc on n'aurait peut-être pas pu formuler nous-mêmes directement. C'est des concepts enrichis en profondeur, effectivement, avec cette alternance entre l'humain qui remet de la vision, qui remet du cadre sur la direction que doit prendre le concept, et puis l'IA qui vient l'enrichir avec toute sa base de connaissances immense. Et du coup, on arrive à enrichir, à donner du fond, encore plus finalement que ce qu'on arrive à faire en solo. Oui, pour être très concret, un des concepts qui est sorti, c'est cette histoire d'exploration d'un objet. Alors pourquoi on a convergé, et l'IA nous a aidé à converger sur une grande complication joaillière, horlogère, parce qu'on travaille pour des clients comme Barclays, Hermès, sur des sujets comme ça. On a une expertise, on s'est dit, par rapport à votre stratégie, partez pas sur un truc que vous ne connaissez pas, utilisez ce que vous savez faire, et allez en profondeur. Donc ça faisait sens sur la sélection. Et après, en poussant, l'IA nous a trouvé l'histoire de l'horlogerie, des grands concepteurs de grandes complications, d'automates au XVIIe siècle, et puis ensuite il nous a expliqué comment c'était fabriqué, comment ça se répare, et en tirant la corde, on a une qualité et une profondeur pour s'inspirer qui est absolument étonnante, et quand je faisais ça avant, et j'ai essayé d'aller sur Amazon ou d'aller chez Erol, moi j'adorais passer mon temps chez Erol, mais chez Erol, j'ai rien trouvé sur la réparation des grandes complications horlogères du XVIIe siècle. Et là, avec les Deep Search, j'ai une qualité qui nous nourrit tout le monde. Et ensuite, on prend aussi
les meilleurs savoir-faire dans les gameplays de jeux vidéo, et on lui dit, mais croise-moi ce deep search sur les meilleurs savoir-faire de jeux vidéo avec les grandes complications horlogères et la manière de les réparer, et il nous sort des embryons de mécanismes, et c'est sans fin. Ouais, effectivement, des angles de lecture effectivement qui sont variés. Effectivement, l'IA avec toutes les connaissances permet de lire un même concept de plein de façons différentes, qui permet du coup de l'enrichir et de donner des insights, des manières de le voir différentes qui peuvent être intéressantes et qui, au final, donneront de la profondeur au gameplay parce que ça donnera de la profondeur au sens qu'a le gameplay parce que le concept est vu sous plein de lectures différentes. Et puis des micro-gameplays qu'on évite. Le micro-gameplay, c'est l'objectif de dire voilà, qu'est-ce que l'utilisateur, qu'est-ce que le joueur va faire en fait dans le jeu, là, très court, enfin, pendant quelques secondes pour résoudre un puzzle, est-ce qu'il déplace des choses, etc. Mais voilà, ces micro-gameplays peuvent être prototypés très vite grâce au web coding, sentir ce qui marche moins bien, et c'est prendre des convictions. L'idée, c'est pas d'avoir des choses abouties et finalisées, mais de dire tiens, ça c'est intéressant et ça fait du sens et c'est pertinent par rapport au concept. Cas concret de micro-gameplay, en faisant les vibe coding on s'est rendu compte que quand vous réparez une horloge, je ne sais pas si ça vous arrive, mais je commandais là des horloges en kit, faut m'amuser à les réparer. En fait, vous avez la pesanteur qui pose un problème, et la taille. C'est petit, et ça tombe. Donc, et vous perdez une bille, c'est tout petit. Là, dans un jeu comme ça, en fait, comme on va être zoomé, donc le côté petit, c'est résolu, parce qu'on attrape ce qu'on veut, la taille qu'on veut, et en mettant les choses en grand, en fait, on se rend compte que ça va être compliqué, une horloge de fabriquer une montre. Si on pouvait devenir tout petit et déplacer les trucs, en fait, c'est assez facile à faire. Par contre, il y a autre chose, c'est qu'on peut enlever la pesanteur. Donc, quand on a fait du vibe, on a enlevé la pesanteur. Ça aussi, c'est pratique, parce que les pièces, elles ne tombent pas. Les engrenages, ils flottent. Et si en plus, quand on a commencé à coder, en disant, tiens, rajoute-moi de l'inertie sur les petits objets, ça devient poétique. Je prends mon engrenage, je le jette, et je suis en apesanteur. Et en fait, réparer une horloge en apesanteur, ça peut amener un sentiment de flow et de détente qu'on n'a pas, je vous le dis, quand on fait avec une petite pince et une loupe. On est sous tension. Alors qu'en apesanteur, on ne peut rien perdre. Voilà, on pense que ça peut emmener un rapport un gameplay différent. Mais ça, on l'a senti quand on a commencé à jouer très très vite dans un gameplay en apesanteur à taille réelle, immergé. Et avant, on l'aurait imaginé, mais on aurait attendu des semaines avant qu'un développeur nous le montre. Voilà, ces micro-gameplays permettent d'aller plus. Ce que l'expérience nous a appris, c'est effectivement la rapidité libère. C'est ce qu'on depuis le début, hein, effectivement, avoir des choses rapidement sur la table, ça permet de prendre des décisions vite et de se confronter ou de voir ce qui fonctionne ou ce qui fonctionne bien, ce qu'on sent moins. Donc ça, c'est intéressant. L'IA libère du temps pour penser, pas pour produire, effectivement, une image, une source d'inspiration, hop, elle est générée. Pendant ce temps-là, je peux réfléchir à autre chose et puis je passe pas 3 heures sur Pinterest à faire un board de collage qui soit ce que j'ai en tête. Donc ça, c'est assez sympa. Mais la réactivité aussi a tendance à piéger. Effectivement, puisque ça va vite, on peut avoir tendance à le laisser dire tiens, comme ça c'est fait, et puis on n'en parle plus. Et donc en fait, voilà, il faut prendre le temps déjà de se poser sur les productions qui sont fabriquées par l'IA, d'où le fait de ce que tu disais, Stéphane, de prendre le temps de prompter, de pas y aller, de pas aller sur entrée tout de suite pour envoyer le message. Mais voilà, de reprendre le temps, de reprendre le contrôle sur cet outil qui va très vite. Pour illustrer la rapidité libère, la rapidité piège, en fait, sur cette conférence, par exemple, donc je passais du temps, j'écris assez vite, conceptuellement, parce que quand j'ai vécu quelque chose, là, je l'inventerai, je compte ce qu'on a vécu et je prends un peu de recul. Donc on l'a fait, on l'a co-construit avec Baptiste, on avait un fichier Word et 3-4 pages, et avec des débuts de slides présentés. Et on a proposé, alors on a testé sur 3 IA, pour ceux que ça intéresse, les slides ont été générés par Claude. Donc je lui ai donné mon Word, je lui ai donné ma charte graphique des couleurs. Il ne sait pas encore prendre ma charte graphique PowerPoint, il n'arrive pas parce qu'elle est un peu complexe, il y a des papiers déchirés dedans, tout, il ne sait pas trop faire, lui il sait faire que du code. Et il m'a généré instantanément les slides que vous voyez là. Alors, ça libère, je les ai relus quand même les slides, parce qu'au fil, je vais jeter un œil. Et en même temps, ça piège, parce qu'il m'a proposé il a articulé, c'est pas juste il a pris mon texte, il a repensé, il a articulé, il connaît mes règles d'une présentation, je lui dis c'est 30 minutes, si ça, donc il m'aide
me rouler. Mais au milieu, il y avait des trucs. Donc, en fait, il était 9h30. Je me suis dit, j'en ai encore pour 2 heures pour faire mes slides. À 9h35, j'avais mes slides. Bon, j'aurais pu le coucher, mais non, à l'horizon, j'ai quand même fini à minuit. Pourquoi ? Parce que ça m'a poussé dans le retranchement, ça nous avait obligés à les triturer, et le lendemain, avec Baptiste, à retravailler dessus. Donc, ça n'empêche pas le travail, mais on aurait pu être feignant, ou se dire, j'ai pas le temps, j'ai rien à me coucher, il y a une bonne série, là, je vais la regarder. Et si on voulait de temps en temps, on se serait rendu compte que ça ne tient pas debout. Même si c'est très joli. C'est ça, le piège, c'est que c'est très joli. Franchement, c'est... bien l'illusion. Ça fait bien illusion si... voilà. Donc, on est encore... Mais, cela dit, c'est un accélérateur. Parce que moi, mettre en page comme ça, c'est boulot. Là, on ne le fait pas. Et donc, ça piège, mais on a mis de l'intelligence, dans mon sens, pas dans la mise en page, mais dans le sens, voilà, rapidité et piège. Ouais, puis on va accélérer Allez. à l'heure, effectivement. L'exploration s'étend, effectivement, on vous l'a dit, hein, les champs des possibles s'agrandissent, on a tendance à explorer plus de concepts, plus de manières de voir une idée voilà, de façon très rapide, donc c'est intéressant. Mais un sujet, c'est quand même que la convergence reste un moment qui est assez difficile et délicat, et que effectivement, plus on a de possibilités, plus on a de choses, d'éléments sur la table, plus c'est difficile de prendre des décisions et de se laisser guider par son intuition. Et le fait qu'on a trouvé ça intéressant de laisser que la phase d'idéation à des humains et de ne pas se laisser noyer par les idées de l'IA pour avoir une première forme de convergence qui soit déjà le fruit de nos intuitions avant de l'enrichir, etc. Et donc ça reste toujours un sujet, hein, cette convergence. On sait même dans des méthodes non assistées par IA peuvent être délicates à gérer, c'est toujours le cas, et d'autant plus quand on amplifie avec de la matière, d'où le fait de veiller à quantité, qualité, se juger. Bon, ce que l'IA ne remplace pas, en fait, l'intention. Elle n'a pas d'intention pour l'instant, l'IA. C'est-à-dire qu'elle ne se lève pas en disant, tiens, stratégiquement, il faut que je fasse un jeu pour compléter mon offre, enfin, mon business model. Donc, et là, cette intention, elle devient d'autant plus importante qu'on est tellement sollicité de choses brillantes en disant dans les deep search, etc., qu'il faut que la personne qui porte l'intention reste solide sur cette envie, ce guide et cette capacité à faire émerger ses intuitions. Je dirais que l'intuition créative, c'est le radar qui distingue du bon brillant mais vide. L'IA, elle envoie du brillant mais vide, beaucoup, souvent. Et donc, il faut arriver à faire le tri et pas se laisser séduire. Donc, et on parlait de sa sens critique tout à l'heure, je crois que c'était vraiment, effectivement, parce que les Chinois fassent ça, c'est affûter son sens critique, sa capacité à évaluer, écarter sans se faire enfermer par les styles et la puissance de séduction des IA. Donc ça, c'est voilà, ce qu'on ne remplacera pas. Pour l'instant, je pense que c'est les qualités humaines qui sont essentielles pour apporter, pour continuer et bien utiliser des process créatifs augmentés. Donc, au niveau du futur, on peut imaginer que, alors certains, on pourrait faire une conférence la prochaine fois sur OpenClaw et les agents autonomes, où là, on en parlera si vous voulez dans les questions, mais on pense que le futur des démarches créatives, elles vont être... parce qu'on a repris tous nos prompts, c'est le bordel. On a 3 IA différentes, on prompte en texte, on a des deep search, 15-20 deep search. Avec des comptes différents. Avec des comptes différents. On a des wavistes, des systèmes nodal pour faire des images. On en a dans tous les sens. Et vraisemblablement, il y a un boulot à faire d'orchestration, sans se limiter, sans rigidifier ça, mais d'orchestration qui vraiment, au moins, nous permet de revenir sur des choses, de comprendre d'où ça vient. J'ai mis un temps fou à savoir d'où venait mon challenge créatif quand je travaillais là-dessus. J'ai retrouvé le prompt qui m'avait permis d'avoir la bonne formulation, mais voilà, tout ça, c'est une bonne orchestration, une bonne organisation de cette hybridation humain-IA pour garder le contrôle et pas être dans un grand flou. Bon, ça c'est un point voilà, qui permettra d'inventer des design sprints hybrides, du design thinking, design sprint, donc agile et hybride, donc construire ces multi-agents structurés, donc comment je peux, avec OpenClaw et les autres, structurer et contrôler et bien historiser ma manière de
de travailler, de conceptualiser, voire de prototyper. Voilà. Et puis, il y a cet équilibre à trouver entre rapidité et gérer et création. Donc, il y a un travail passionnant à faire sur la réinvention des processus créatifs, du creative problem solving, design thinking, design sprint. Il y a quelque chose, moi, j'essaie de reculer. C'est pas facile de me dire qu'est-ce qui me perturbe le plus ou me booste le plus. Et en discutant avec Baptiste, qui nous, on est complémentaires de ce il est bleu-vert, enfin, vous savez, sur disque, c'est une approche assez clarificateur. Moi, je touche au jaune, c'est-à-dire pas du tout moins clarificateur et plus idéateur. Donc, on se complète. Mais on en discutait, qu'est-ce qui nous perturbe là-dedans? Et en fait, il y a quelque chose d'extraordinaire pour les idéateurs, c'est que vous n'avez même pas fini de voir le problème, voire de conceptualiser que vous avez déjà accès à une solution. L'instantané, vous n'avez pas perçu encore le problème que vous avez déjà une solution. Vous avez à peine effleuré le problème qu'on vous propose une solution. Comment? Ou 20. Ou 20 solutions. Voir une vidéo de la solution, voir un prototype, un prototype de la solution. Et en fait, pour les idéateurs, c'est vachement bien, ça permet de réfléchir à ce qu'était réellement la question. Mais pour les clarificateurs, c'est une torture. Et donc, en fait, il y a quelque chose à réinventer sur ce fait que la production devient quasi instantanée. Qu'est-ce que j'en fais de ce pouvoir? Et donc, où je mets mon intuition et mon intention par rapport à ça, comment je la mets en scène. Voilà, c'est un peu le... Et puis ça renforce, je dirais, aussi le rôle du chef de projet ou du product owner, enfin, de la personne qui doit tenir la vision des idées qu'on est en train de générer pour lui ou pour elle. Ça renforce son rôle parce qu'effectivement, il va falloir tenir le fait de son intuition, d'écarter les choses les moins pertinentes et puis d'aller dans les directions des choses les plus pertinentes. Et là où avant, il y avait moins d'idées, moins d'éléments, c'est plus facile. Aujourd'hui, parmi 150 idées, avoir le radar qui permet de trouver la bonne, c'est un vrai sujet. Et je pense que ça va donner aussi naissance à de nouvelles manières de faire de la créativité aussi pour amplifier ces rôles-là et les outiller correctement. Voilà, on a fini. On va pouvoir rentrer aux questions. Désolé pour les 3 minutes. On y va.